Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup à la fois pour les questions et les débats qui sont passionnants, même si je pense qu'ils peuvent être parfois un peu redondants, mais c'est normal. Quand les questions elles-mêmes sont prégnantes, les réponses elles-mêmes reviennent souvent de manière répétitive. Malgré tout, il va falloir avancer. Parce que s'il y a un constat que nous pouvons tous faire, c'est qu'il y a un problème. Il me semble qu'il y a un problème. Enfin, s'il n'y avait pas de problème, ça aurait même été appliqué avant même qu'il y ait un nouveau président de la République. N'est-ce pas, monsieur Le Fur? Et dans ces cas-là, vous auriez été parfaitement à l'aise pour mener les combats qui sont les vôtres aujourd'hui. Bien. En toute légalité, évidemment. Bon. Donc, il y a un problème. Il y a tellement un problème que ça n'a pas cessé d'être repoussé dans le temps. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui cherche à régler le problème. Ça tombe aujourd'hui. Ça aurait pu tomber avant. Peut-être qu'on aurait pu repousser pour que ça tombe après. Mais enfin, ça aurait peut-être été encore nous. Donc, de toute façon, ça n'aurait pas avancé les choses. Bien. Il y a un problème. Donc, deuxième question. Comment règle-t-on ce problème? C'est d'ailleurs l'objectif de cette mission que d'aider à trouver des solutions. C'est aussi, bien entendu, l'objectif des réflexions du gouvernement et des membres du gouvernement. Je dis du gouvernement parce que, bien entendu, il n'y aura qu'une seule position du gouvernement. Je dis des membres du gouvernement parce que, bien entendu, lorsqu'on est ministre des Transports, on a un certain nombre de préoccupations, de données d'information. Lorsqu'on est ministre de l'Environnement, on a un certain nombre de préoccupations. Parfois, quand on est ministre des deux, on peut avoir les deux préoccupations ensemble. Lorsqu'on est ministre des Finances et des Comptes publics, on a aussi une préoccupation, je vous l'ai dit tout de suite, c'est qu'au bout du compte, vous pouvez faire les additions dans tous les sens, les soustractions dans tous les sens, il n'y aura pas plus d'argent à distribuer. Et on n'ira pas chercher ailleurs une somme qui manquerait ailleurs, ou alors ce sera un arbitrage qu'il faudra faire. Mais ce ne sera pas plus d'impôts, ou ce ne sera pas plus de dépenses publiques. C'est comme ça, et c'est d'autant plus comme ça dans le cadre de ce que nous avons par ailleurs voulu décider pour faire en sorte qu'il y ait ce pacte de responsabilité avec en particulier un plan d'économie de 50 milliards qui n'est pas si simple que cela à mettre en œuvre, même si certains considèrent que ce n'est pas 50 qu'il faudrait, mais 80, et d'autres 130, et on pourrait encore aller bien au-delà. À la fin, on finira par en demander plus de réduction qu'il n'y a de budget de l'État. Bon, voilà, ça aussi, c'est une donnée que, pour ma part, je défendrai. On doit arriver à trouver une solution qui, à la fin, ne préempte pas plus d'impôts, ça peut être différemment, hein, ou de taxes ou de redevances, comme vous voudrez, et qui n'aboutit pas à plus de dépenses publiques, d'une manière ou d'une autre. C'est ça le cadre global. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de liberté à l'intérieur de ce cadre. Hein. C'est ça le cadre. Je ne rentre pas ensuite, Mme Le Callennec a cherché à m'entraîner sur ce débat-là pour savoir si quelque chose est écologique ou pas écologique. Bon, il me semble, comme ça, qu'une taxe ou une redevance qui, premièrement, par mécanisme dit comportemental, pousse à utiliser un autre type de transport que le transport routier, en soi, c'est une bonne chose. Et que quand il n'y a pas de gare à proximité de la route en question, mais qu'il y a un financement par le biais de la FIT d'un certain nombre d'autres types de transports ferroviaires ou autres, il y a aussi une forme de taxe qui est vertueuse en ce qu'elle permet de mettre en place là ou ailleurs des transports qui sont des transports plus économiques du point de vue du CO2, de tout ce qu'on voudra. Bon, on est vraiment, je pense, dans quelque chose qui en soi a un intérêt. Cela dit, un dispositif qui a un intérêt mais qui n'est pas accepté ou qui ne peut pas être mis en œuvre, voilà. Donc il ne faut pas chercher l'idéal si par ailleurs il ne peut pas s'inscrire dans la réalité. Mais il me semble que sur le fond, c'est plutôt un dispositif qui pouvait être considéré comme intéressant. Alors à partir de là, quelles sont les grandes voies de solution? C'est celle d'ailleurs que vous explorez, je pense. Il y a une première grande voie. Le gouvernement n'a pas fait de choix, hein, donc je décris des voies. Il y a une première grande voie qui consiste à dire on maintient le dispositif, mais on essaye de répondre à ce qui est considéré comme les inconvénients du dispositif. Parmi les inconvénients, parmi les manières de répondre, il y a tel type de transport. Je parlais de l'agricole, qu'on pourrait à ce moment-là exonérer du paiement. Tel autre, hein, je ne sais pas. Il y a des questions de périphérie. Donc on dira qu'à tel endroit, pour des raisons périphériques, c'est déjà d'ailleurs le cas, on fait payer moins cher qu'à d'autres endroits.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'exonération totale? Je ne sais pas, il faudrait voir si juridiquement ceci est possible. Mais on voit bien qu'il y a aussi une voie de ce côté-là. Il y a encore d'autres voies possibles qui sont de même nature, qui consisteraient à dire on ne fait pas le même dispositif, on prend un autre dispositif. Je n'y connais rien techniquement. J'ai tendance à croire les techniciens dans ce domaine-là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres dispositifs qui permettraient de maintenir ce que l'on souhaite faire actuellement avec des portiques, mais sans portique. Parce que quand on ne met pas de portique, je pense qu'il faut mettre des gens. Et pour mettre des gens, juste pour ouvrir le capot, pour vérifier qu'il y a bien le dispositif à l'intérieur. Et comme ça, mon pressentiment, c'est que ça doit coûter un peu plus cher quand on y met des gens que quand on a un mécanisme de portique. Sûrement, c'est un pressentiment que j'ai. Voilà. Et je ne sais pas si beaucoup ici considérons qu'il faut augmenter le nombre des fonctionnaires qui seraient, voilà, 5000 douaniers de plus dans ce domaine-là. Je ne suis pas certain. Je suis sûr que Madame la directrice serait très heureuse d'avoir 5000 personnes sous son autorité. Mais objectivement, ce n'est pas le chemin actuel. On est plutôt dans une rationalisation qui permette de faire en sorte que, y compris bien entendu le ministère des Finances, et ça nous est parfois reproché par nos propres agents, n'est-ce pas Madame la directrice, y compris les douanes, voient plutôt diminuer le nombre des fonctionnaires. Bon, voilà, je donne ça comme un élément dans le paysage. Et en tant que ministre des Finances, j'ai plutôt envie qu'on ait soit un dispositif d'automatisme qui fonctionne bien, plutôt que de mobilisation d'un certain nombre de personnels pour qui ce n'est pas forcément le travail le plus sympathique non plus. Franchement, il y a des choses plus intelligentes et plus intéressantes. Mais c'est à voir, sûrement, je veux dire, je ne veux pas exclure comme ça. Mais prenez toutes ces solutions-là. À la fin de ces dispositions-là, prenons les dispositions qui consisteraient, c'est aussi une voie, qui consiste à dire, bien, on arrête avec les portiques partout, on les garde dans certains coins, mais plus restreints. Donc, ce n'est plus toutes les routes actuelles, mais certaines routes. C'est un dispositif qui peut être intelligent, c'est certaines routes. Quelle est la conséquence de cela? On maintient le principe du dispositif, mais ça rapporte moins. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Au bout du compte, ça rapporte moins. Donc, il faut une recette de substitution. Il y a une deuxième grande voie qui consiste à dire on arrête. On arrête complètement le dispositif. Et comme il faut chercher les 800 millions ou les 750 millions manquants, on va trouver un tout autre dispositif. Mais au bout du compte, il faut trouver le dispositif. Que ce soit un dispositif qui vient compléter ce qui aurait été amoindri, ou que ce soit un dispositif qui vient remplacer celui qui aurait été supprimé. Et donc, de ce point de vue-là, l'intelligence et l'imagination peut être au pouvoir. Enfin, est-ce que c'est en allant du côté des autoroutes? Je vais vous dire, moi, c'est tentant, parce qu'effectivement, quand je vois un dispositif qui gagne 2 milliards d'euros, et je ne fais même pas tout l'historique, bon, les 2 milliards d'euros, s'ils étaient tombés comme naguère dans les poches de l'État, on n'aurait pas eu de difficulté à les affecter à la FIT pour financer. Mais ce n'est pas comme ça. Ça a été privatisé dans des conditions discutables à l'époque, qui sont même d'ailleurs tellement discutables que du point de vue du ministre des Finances, j'ai plutôt envie de voir se rapprocher le moment de la fin de la concession plutôt que de voir s'éloigner cette concession. Parce que si on allait se tourner vers les autoroutes, elles sont liées par des contrats. Ça s'appelle des concessions. Ça doit même être des délégations de services publics. Oui, délégation de services publics. Application loi Sapin. Donc, j'ai quand même une certaine attention pour le respect des dispositions de la loi Sapin sur les délégations de services publics. On peut faire plein de choses, sauf que c'est un contrat. Et que dans un contrat, on le respecte. Et si on ne le respecte pas, ça a des conséquences. On peut exactement le respecter. Et si, par exemple, dans un contrat, celui assez précis, si on augmente la redevance domaniale, puisqu'il y a une redevance domaniale, ou si on augmente l'imposition particulière, si on crée une fiscalité particulière sur ces autoroutes, ces sociétés autoroutières, c'est prévu dans le contrat. Il faut que ce soit compensé. C'est compensé comment? Par des péages. C'est une solution, plus cher. Enfin, bon, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux qui utilisent d'autres autoroutes qui ne sont pas à péage. Ou par un recul de la date de la concession. Je viens de vous dire que c'est peut-être une solution, ça sera peut-être la solution. Ça a déjà été utilisé plusieurs fois. Voilà.
indépendamment des considérations européennes, parce que la Commission européenne trouve que si on recule trop le moment où on remet dans le marché, si je puis dire, en concurrence, et donc que ça n'est pas bon. Mais du seul point de vue qui est le mien, voyant le prix, hein, la valeur de cette concession de l'autoroute, je n'ai pas vraiment envie de repousser. J'aurais même peut-être envie d'inventer des dispositifs qui me permettraient d'avancer pour ça, parce qu'on retrouverait une valeur, il y a une vraie valeur derrière. Hein. C'est ce que ça rapporte, vous n'avez qu'à le calculer, 2 milliards par an, multiplié par le nombre d'années, ça a une vraie valeur. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on en fait de cette valeur? Mais ça a des conséquences, on est bien obligé de respecter le contrat. De même qu'avec Ecomove, je ne sais pas si ça s'appelle une dette ou pas une dette, peut-être que ça ne s'appelle pas une dette, encore que peut-être qu'il y a une dette sur la partie depuis le début de l'année, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a un contrat. Il y a un contrat. Et que d'une manière ou d'une autre, que si on ne respecte pas ce contrat, que ce soit à l'amiable ou que ce soit de manière contentieuse, ça a un coût. Vous le savez bien, il y a des calculs qui sont là. On peut le minorer, on peut le diminuer, on peut discuter, on peut amoindrir, on peut partager des responsabilités, on peut rechercher. Bien entendu, l'État, si on s'engageait de ce côté-là, jouera à plein et à fond pour défendre les intérêts publics, qui est évidemment de payer le moins cher possible. Enfin, malgré tout, il y a un contrat et il y aura des juges, tout le monde a le droit à son juge, y compris une société italienne qui, en l'occurrence, gère quelque chose parce que l'État, et un peu française aussi, parce que l'État a souhaité lui confier ceci. Donc il y aura un coût. Donc on ne peut pas échapper à cela. On peut tout imaginer, mais on ne peut pas échapper à un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes légales, voilà, qui fait qu'on est dans un état de droit. On peut s'en plaindre, mais on est dans un état de droit. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, parce que quelles que soient les voies que l'on explore, il y a des contraintes juridiques, budgétaires, d'équilibre, de logique aussi, et parfois des contraintes politiques que chacun peut avoir en tête. Je voudrais terminer par un retour à ce que me disait tout à fait au début Mme Lekellenec. Il va falloir que vous arbitriez entre des contraintes, oui. À vous écouter d'ailleurs du côté de l'opposition, j'ai le sentiment que peut-être qu'il faudrait que vous arbitriez entre vous. Parce qu'entre celui qui décrivait peut-être à juste titre un scandale d'État et celui qui se réjouit... Je sais bien. Mais ça oblige, et celui qui pouvait éventuellement commenter de manière positive le fait qu'il y ait des portiques par terre, je pense que c'est pas tout à fait pareil et que c'est pas tout à fait le même cheminement et que ce serait pas au bout du compte le même arbitrage que vous auriez à faire les uns et les autres. Bien. Si le sujet était simple, il y a longtemps qu'il aurait été arbitré, y compris par vous, et il y a longtemps qu'il aurait été appliqué. Il est complexe. Je termine là-dessus, je le prends un peu sur le ton de la plaisanterie, mais il n'empêche que nous savons que c'est un sujet vraiment délicat et difficile. Délicat et difficile. Délicat pour les régions concernées, on a vu ce qui se passait en Bretagne, ça peut être aussi le cas ailleurs. Délicat du point de vue budgétaire, délicat pour certaines professions. Délicat du point de vue du financement de travaux qui sont absolument indispensables. Aujourd'hui, la FIT s'en sort cette année, enfin, parce qu'elle a un président exceptionnel qui, avec l'aide de l'État, trouve des solutions pour arriver à faire face à ses obligations en 2014. Mais enfin, ça ne durera pas aussi longtemps, j'allais dire que les impôts, non, enfin, ça ne durera pas aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Et dès l'année prochaine, on voit bien que le problème sera total et complet. On ne va pas arrêter comme ça, d'un seul coup, l'ensemble des travaux, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit dans le cadre des contrats de plan État-région, et je voudrais rebondir aussi là-dessus, ou que ce soit dans un cadre institutionnel différent. Ça peut être quelque chose d'intelligent, mais ça ne change rien aux contraintes globales. Il faut la quantité d'argent, il faut la dépense, il faut un système juridique qui soit respectueux du droit, même si au bout du compte, et à l'occasion d'une réforme institutionnelle d'ampleur que pour ma part je souhaite, y compris en tant qu'ancien président de région, même dans ce cas-là, il faut quand même trouver une solution juridique qui d'ailleurs, comme vous le savez, peut être différenciée quant à son taux sur le territoire, mais ne peut pas être différencié quant à son principe.
Aucune région n'a le droit d'inventer l'impôt qu'elle voudrait. Il faut que cet impôt, et c'est la loi, c'est comme ça depuis la Révolution, la fixation de l'impôt vous appartient, mesdames et messieurs les députés. Et je dis bien les députés, parce que c'est ceux-là qui sont dépositaires du droit de voter l'impôt. Quand bien même, ensuite, ils délègueraient à une commune, à un département ou une région les modalités de mise en œuvre de cet impôt. Donc, de toute façon, il faut que ce soit un dispositif qui soit un dispositif homogène dans son principe sur l'ensemble du territoire, même si dans ses modalités et dans ses taux, il peut être différencié, ce qui peut être parfaitement intelligent. Et je ne propose pas qu'on ferme cette possibilité. Je termine par ce que me demandait M. Palancher. Est-ce que j'attends... Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé. Plancher, pardon, Plancher. Est-ce que nous attendons, le gouvernement attend les conclusions de cette mission? La réponse est oui. Et pardon, ce n'est pas un jeu par rapport à telle date d'élection ou telle autre. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est d'abord parce qu'il y a un respect à avoir vis-à-vis du mandat qui vous a été confié ou par le Parlement lui-même. Hein. Ce n'est pas le gouvernement qui vous a demandé de mettre en place une mission. C'est le Parlement qui a souhaité que cette mission ait lieu. Donc je dois ce respect, nous devons ce respect au travail qui est le vôtre. Et ensuite, sur des sujets aussi délicats et j'allais dire aussi peu évidents quant à leur solution, écoutez, l'intelligence, elle est partout. Elle est comprise parmi vous. Et donc, les propositions que vous ferez, dans le cadre du mandat qui est le vôtre, non, mais elle peut être plus ou moins bien partagée, monsieur, mais elle est partout. Et donc, toutes les propositions que vous ferez nous aideront à trouver, au bout du compte, la meilleure solution ou la moins mauvaise des solutions pour répondre à la situation d'aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre.